Bonsoir à vous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais faire une petite présentation. Je me présente, je m'appelle Véronique Théry. Je suis sexologue, maître enseignante en hypnose. Je forme des médecins, des neuropsys, des chefs d'entreprise, des RH à la gestion du stress ou à certaines problématiques. Je suis sophrologue, j'interviens auprès de l'OGEC, l'organisation des écoles catholiques du département du 79, sur lequel j'interviens dans les domaines scolaires pour les enfants. Ça va de maternelle au CM2. Après, je donne des cours, c'est plus pareil, les ados, on les gère autrement. Ce soir, on m'a gentiment convié à venir vous présenter un sujet qui est le stress. Et aujourd'hui, on entend le mot stress. Oh, je suis stressée, je suis angoissée. Oh, je suis en surcharge mentale. Ça, c'est le mot à la mode, surcharge mentale. Mais tout ça, il y a une confusion. Parce que le stress, l'angoisse, l'anxiété sont trois choses différentes. Mais aujourd'hui, on fait un pêle-mêle de là-dessus. On met des mots sans savoir vraiment les mots. Alors, les mots MOTS sur des mots MAUX, qui est mon métier. J'interviens aussi pour des artistes. Je prête ma voix dans certaines expositions. Alors, j'y suis pas, mais on entend, voilà, vous êtes ici, puis vous voyez, ça. Donc, je prête aussi ma voix pour certains artistes. Donc, je bouge un peu partout, si bien Bordeaux, Marseille, voilà. Je bouge un petit peu partout. Sur la gestion du stress, on m'a dit que j'avais un temps bien défini. Donc, j'ai concentré. Voilà, on va apprendre le circuit de l'information, la gestion des pulsions, et on en a tous. Sachez que vous êtes tous des névrosés. Vous êtes tous névrosés. Dès la naissance, une névrose va se créer. Et ensuite, cette névrose, vous allez l'entretenir et en même temps la cultiver pendant votre vie. La différence d'une névrose, c'est que la névrose, tant qu'elle nous appartient et qu'on ne fait pas subir aux autres, c'est qu'une névrose. Dès que ça commence à partir et que nos conjoints ou les gens de la famille subissent notre problématique, là, on arrive dans la psychose. Et aussi la gestion du stress. Ici, qui se sent stressé dans la vie? Stressé? Et alors, on peut se tutoyer. Donc, quand tu es stressé, ça se formalise comment? Physiologiquement, c'est... Okay. J'ai des douleurs. C'est que je le ressens pas vraiment. C'est le corps qui parle. Inconsciemment, je serre la mâchoire. Il faut savoir que le corps vous envoie les premiers signaux du stress ou de l'angoisse. Mais on n'y prête pas attention. Ça peut être perte de sommeil. Ça peut être des grignotages. Ça peut être des envies de pleurer. Mais à quoi je le situe? Est-ce que je le mets en stress? En angoisse? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Dans la gestion des pulsions, l'expression « je suis stressée ». Ah, ça, on l'entend tous les jours. Puis moi, dans le cabinet, ils viennent tous me voir. Ah, je suis stressée. Ok. Mais votre stress à vous ne sera pas le même qu'à toi ou à toi ou à toi. On n'a pas le même stress. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que vous êtes tous uniques. Même si on fait partie de la race humaine, on est tous uniques et on gère tous notre stress différemment. Certains vont peut-être aller des fois dans l'alcool, ou fumer des vélos, ou alors vont avoir envie de faire du sport à fond pour pouvoir aller se dépenser, aller chercher un exutoire. Donc dans l'expression « je suis stressé », le mot stressé est souvent utilisé pour des mots. C'est-à-dire qu'on a déjà, notre corps nous envoie un signal, un problème professionnel, je dors plus. Et ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle. Et on dit, mais bon, c'est bon, je réglerai le problème demain. Mais non, c'est toujours en boucle. Ça peut être un problème dans la famille. Et ça tourne en boucle. On a l'impression d'être toujours au même point en disant, mais bon. Mais là, votre cerveau, vous allez comprendre pourquoi il ne va pas chercher l'information. Dans le mot stressé, il y a l'angoisse, l'anxiété et le stress. Ce sont des trous proches les uns des autres, mais ils sont tous différents. Et ils demeurent, et ils donnent en même temps. Oh, ça va revenir? C'est ça, hein. Voilà. Mais quoi que ce soit les causes ou leurs conséquences, ils demeurent tous différents. Est-ce que quelqu'un peut me donner la différence entre l'angoisse et l'anxiété? L'angoisse, c'est l'appréhension.
Et l'anxiété? En effet, l'angoisse, elle est physiologique. L'anxiété, elle est psychologique. Les peurs. On peut être en stress sans être angoissé. Je dois prendre un de mon équipe, je dois le recadrer, ça va me mettre un petit coup de stress, ça va pas m'angoisser. Je peux avoir un conflit avec quelqu'un où je dois régler un dossier compliqué, ça va me stresser, mais ça va pas m'angoisser. Par contre, je peux avoir une situation qui dure depuis des années, et puis depuis des années, j'angoisse. Et je crée des ancrages. On a tous dans la vie un objectif. Professionnel, personnel, créer une boîte, rencontrer quelqu'un, avoir des enfants, avoir une maison. On a tous un objectif. C'est quand on n'a pas d'objectif que là, il faut se poser des questions. C'est pas normal. L'être humain, en temps normal, a besoin d'avancer, de faire les choses. Les informations dans notre cerveau. Alors voilà, une découpe de cerveau. L'information arrive par le cortex frontal, qui arrive ici, donc vos yeux. Mais on a 5 vagues, enfin, on a 5 sens. L'audition, la vue, le goût, l'olfactif et le gustatif. Lorsque l'information arrive ici, la première des choses que vous avez, ça va se mettre dans l'intelligence, la création et la solidarité. Ensuite, votre mémoire va se mettre, donc votre limbique, qui est à l'intérieur, va se mettre en place pour mettre les émotions, les premiers apprentissages, l'acquisition et l'instinct grégaire, l'instinct de groupe. Le reptilien arrive en dernier, celui-ci. Lui, c'est l'instinct de survie. Lui, c'est les fonctions, la fuite, le plaisir ou la peur. Et il nous fait des fois avoir des attitudes et des comportements qui ne sont pas contrôlés. D'ailleurs, quand vous faites des fois quelque chose, on va dire, mais t'es pas conscient d'avoir fait ça. Mais t'es inconscient. Pourquoi on le base dans l'inconscient? Ben non, la personne l'a fait parce que c'est son reptilien qui a réagi. Je vais vous donner 2 exemples. Vous avez 2 pompiers. Il y a un feu. 2 pompiers, même, pareil, même expérience. Il y en a un, et il y a un enfant qui pleure dans ce brasier. Il y en a un, il va être tétanisé, non, j'y vais pas parce que ben, je vais me faire brûler. Et l'autre va pas réfléchir. Il va y aller. Alors, une chance sur 2, il sauve l'enfant, ou il meurt avec. Mais s'il sauve l'enfant, c'est son reptilien qui lui a dit. Il n'a pas réfléchi. Combien de personnes ont sauté à l'eau pour sauver des gens qui se noyaient, ils ne savaient pas nager? Mais ils n'ont pas réfléchi, le gamin, il se doit, on saute, on va aller chercher. Bah, il se noie aussi. Il a pas pied, il ne sait pas nager. C'est son reptilien qui a réagi. C'est la partie inconsciente. L'inconscient, aujourd'hui, c'est celui qui vous fait réagir dans toutes les situations. Il y a une chose qui est importante, et je dis souvent, la communication, c'est de l'énergie. Je suis un émetteur, et un récepteur, je t'envoie une information, et suivant l'information que je vais t'envoyer, je t'envoie une énergie. Du genre, bonjour, ça va? Ça va bien? Voilà. Là, j'arrive. Allez, ça va? Allez, ça va. Allez, hop. Et je pars. J'ai envoyé une énergie, là. Il sait que ça va pas. Est-ce que je vais avoir envie d'aller le chercher et savoir, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ou alors, je fais, hop, ça va être encore une histoire avec sa mère, j'ai pas envie de savoir. Et puis, on fait la fuite. On a des fois pas envie de savoir. Donc, à chaque fois, on envoie une communication avec une énergie. Vous rentrez le soir, madame fait la gueule. Sans mots, elle vous envoie une énergie. Ok. Ou vous rentrez, monsieur, sur son téléphone portable. Ok, il n'a pas vidé le lave-vaisselle. J'ai fini ma journée quand même. Mais qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je vais manger un truc parce que je vais... Ok. Donc, naturellement, le corps va aller chercher un exutoire. Je vais pas lui rouspéter, il est sur son téléphone. Ça se trouve, il est sur quoi? Sur TikTok, sur Insta, il fait quoi? Il parle à qui? Vous avez une question? Ah bon? Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que même sans communiquer, votre paraverbal envoie une énergie, un message. Vous êtes là, une personne qui rentre, à sa façon d'arriver, vous allez savoir si elle est contente ou pas. Ah, l'augmentation qu'ils m'ont mis cette année! J'y vais. Là, on sait sa façon de marcher, sa façon de se tenir. Sans parler, elle vous envoie déjà une énergie. Après, c'est à nous de réagir. Et ça, depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, médicalement, on sait qu'on a une mémoire cellulaire. Vos parents, vos grands-parents et toute la famille vous ont transmis des cellules. Donc, si vous êtes dans une famille stressée, eh ben, vous pouvez avoir des enfants hyper stressés.
Oh, le père était comme ça. D'ailleurs, par exemple, sur des problèmes d'énurésie, les pipi au lit, souvent c'est les garçons. Quand on pose la question aux parents, mais ouais, t'as arrêté à pisser à quel âge, toi? À 9 ans. Mais les hommes ont oublié. Mais souvent, l'énurésie, c'est les garçons. Donc, on transmet à nos enfants, les enfants qui sont dyslexistes, dyscalculies, c'est de la transmission, c'est les parents qui ont transmis. Alors, il suffit qu'il y ait un père qui soit dyscalculie, mais ça s'est pas trop vu. Il sera pas comptable, c'est sûr. Mais il fera peut-être autre chose, du commerce. Et puis, une qui est dyslexique, les mots se mélangent. Vous allez faire un enfant avec un mix. Dyscalculie, dyslexie, puis en même temps, s'il est hypersensible parce que la mère est hypersensible, on va vous dire à l'école que ça rentre pas dans les cases. Bah, aujourd'hui, on le sait. Donc, depuis la nuit des temps, et d'ailleurs, pourquoi on appelle ça la partie reptilienne? Parce que c'est la partie d'avant. On garde. Mais aussi, on est le seul être sur la Terre à communiquer, à penser. On est sur l'échelle. Hein. Malheureusement, on est les plus gros destructeurs. À savoir comment est coupé notre cerveau. Sachez qu'aujourd'hui, vous n'utilisez que 15% de votre partie consciente. Et 85 autres sont votre inconscient. Bon, on n'utilise pas grand-chose alors. On a plus de 40 neurones. On a une élasticité neuronale qui fait qu'on apprend tous les jours. Moins on lit, plus on va aller sur des réseaux où l'information arrive plus rapidement, moins je vais faire travailler le cerveau qui est aussi un muscle. Et donc moins je vais aller chercher, et lui, il va se laisser, il est benaise. Alors voilà comment se passe le circuit de l'information. Si vous avez des questions, je réponds. Je vais montrer l'iceberg. Donc ça, c'est la partie consciente, c'est votre raisonnement. Ça, c'est la partie inconsciente, c'est toutes les choses que vous allez faire sans réfléchir. Sur le premier dessin, je vous ai montré le cerveau avec les cortex. Le cortex frontal, le limbique, qui est le profond, et le reptilien, qui lui vous fait avoir une réaction. Mais, tout à l'heure, je vous ai dit que les infos extérieures étaient une énergie. Et là, c'est là où des fois ça bloque. Quand le cerveau reçoit une information, il l'analyse, il l'accepte, il le raisonne et il le place. J'ai appris à marcher, j'ai appris à tenir un stylo, j'ai appris une langue. Il va le placer partout. D'ailleurs, aujourd'hui, quand il y a des interventions sur le cerveau, on n'est pas endormi, hein, les gens sont réveillés. Hein. On n'est pas, c'est la seule chose de notre corps qui n'est pas interchangeable et qu'on ne sait pas vraiment où se positionne la marche. On sait que, par exemple, le parler va être quelque part, mais où? Or que le cœur, on sait où est le cœur. Le cerveau est différent. Quand les informations arrivent, dans un état normal, on accepte l'information, on le place dans notre mémoire. Là, jusque-là, tout va bien. Et on dit, ça tourne. Tout tourne, parfait. Mais parfois, hop. Et oui, moi je donne souvent l'image de la cocotte minute. Par exemple, vous vous levez le matin, un petit couac, deux couacs, trois couacs, des petits couacs, des petits trucs, mais vous rentrez le soir, et un truc qui est hyper minime, qui, en fin de compte, ne vaut pas l'état dans lequel vous allez vous mettre, la personne en face, elle va tout prendre. C'est condensé, là. Allez, toi, tu prends tes punching ball. C'était pas ma journée. Là, vous lui avez envoyé une bonne énergie. Mais là, pourquoi? Pourquoi j'ai pas pu régler ces problèmes? Alors voilà. À un moment, donc, votre cerveau met stop. Il perd l'analyse, il perd le raisonnement, il perd toute connexion avec la réalité. Des fois, on entend, oh, il a tué sa femme pendant la dispute. Ça veut pas dire que c'était un meurtrier, mais sous la colère et sous la situation, on peut tuer quelqu'un. Il n'y a plus de raisonnement. On n'est plus là. On ne sait pas. Là, la cocotte minute, il n'y a plus de réalité, il n'y a plus de choses. Exactement. Donc, on revient là-dessus sur le schéma d'avant. On sait qu'une info intérieure est une énergie. Le limbique va le placer,
Mais lorsqu'il y a une tension qui arrive, là, il y a une pulsion externe qui va se mettre en route. Et là, on n'est pas bien. Souvent, les adolescents, eux, ont des problèmes, font souvent des malaises. On appelle ça le malaise vagal. Pourquoi? Le nerf vague est un nerf qui est ici et il comprime vos poumons. Et c'est souvent des jeunes ados, des jeunes filles, moi j'en ai plein, elles font des malaises vagales. Je peux plus respirer. Le nerf va compresser les poumons, il n'y a plus d'air qui passe, on fait malaise. C'est une angoisse. Est-ce que ça a été provoqué par un stress ou par autre chose? Mais ça, c'est une angoisse. C'est plus féminin que masculin. Et bien justement, ceux qui sont au fond. Quand vous respirez comment? Par le nez. Faites-moi une respiration normale. Très bien. Faites-moi une respiration normale. Parfait. Faites-moi une respiration normale. Donc, ici, personne ne sait respirer. Et quand je respire, je gonfle mes poumons. L'effet du ballon. Donc, quand je respire, je gonfle mon ventre. Je ne fais pas. Et souvent, on est dans une société où il faut se tenir droit. Tiens-toi droit. En Afrique, ils ont tous le gros bidon, hein. Ils sont bien, ils sont fous, les bidons. Ils respirent. Dans les pays comme les nôtres, l'Europe, on apprend à se tenir droit. Rentre ton ventre, tiens-toi droit. Et là, la respiration, on apprend à ne plus savoir respirer. Et quand il y a un stress, c'est la respiration qui est la base. La respiration est compressée par un nerf vague. Là, on n'est pas bien et là, on fait un malaise. On ne peut pas le contrôler. On peut le contrôler par l'exercice de respiration. Et souvent, des fois, les pompiers interviennent en faisant souffler dans un sac. Allez, respirez, respirez. C'est pour ça qu'on le fait souffler pour obliger la respiration. Parce que là, ils peuvent plus. Quand une pulsion externe arrive, il n'y a plus d'analyse, il n'y a plus d'acceptation, il n'y a plus de raisonnement. Des fois, on peut être énervé, notre enfant arrive, bam, ça va partir. Oh mince, non, je suis quoi. Il s'en est pris une. Mais ça a été automatique. Et on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Mais peut-être que petit, je m'en prenais aussi par mon père. Et que c'était sa réaction. Et donc, j'ai réagi pareil. Ça peut aussi. On reconduit, on refait. Lorsque le mécanisme, lorsqu'une pulsion externe arrive, ici, c'est cafouillage. On ne sait plus si c'est réel ou si c'est pas réel. Et là, on tombe malade. On n'est pas bien. La pulsion externe arrive, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça tourne en boucle. Ça ne va pas là-haut. Ça tourne en boucle. Et à un moment donné, il faut trouver une solution. Ou vous arrivez à trouver une solution seul, ou vous vous faites aider par des gens. Mais des fois, le conjoint aussi peut aider. Quand on n'est pas aidé par le conjoint, des fois on se dit waouh, je suis tout seul. Mais sur le fond, c'est votre problème à vous à le régler. C'est pas à l'autre. Et là, on se retrouve sur la pression. La pression, la pression, la pression. Tout à l'heure, je vous ai parlé quand les gens disent qu'ils sont en surcharge mentale. Alors, on le met à tous les mots, à toutes les sauces, cette phrase. La surcharge mentale, elle est reconnue aujourd'hui quand vous êtes au travail et qu'en effet, peut-être qu'il manque un poste, quelqu'un sur un poste, et que vous êtes acculé de travail, et que malheureusement, je rentre le soir, j'ai encore des dossiers en cours, il va falloir que je les gère demain. Et le problème, c'est... Donc, ça travaille. Même quand je vais me coucher, j'ai pensé au dossier de Madame Martin, là, et ça continue à travailler. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème, ça va tourner en boucle. Mais des fois, un simple appel, on s'est fait des fois une montagne d'un dossier, et quand on arrive à la résolution du truc, on se dit mais mince, alors tout ça pour rien, je me suis fait un sang d'encre, je me suis rendu malade. J'ai pensé que, on présuppose, on fait plein de présuppositions, et les présuppositions sont toujours négatives. Donc on présuppose que ça va mal se passer. Et alors là, ça se règle bien, ce qui veut dire que pendant tout le temps, vous avez réglé le dossier, vous avez mal mangé, vous avez mal dormi, vous êtes exécrable, et vous n'avez pas été bien du tout. Alors il y a des gens qui le gèrent très bien.
Et des gens, hop, une fois qu'ils ont fermé, on pense plus à l'entreprise. Même en tant que chef d'entreprise. Le plus dur, c'est la gestion humaine. Gérer les gens. Parce que comme on est tous différents, bah Martine, elle va pas avoir le même émotionnel que Nathalie. Donc, même si j'arrive sur le même sujet, je vais pas m'adresser à Martine comme je vais m'adresser à Nathalie. Parce que sinon, là, si Martine, elle va comprendre, Nathalie, elle va pas comprendre. Lorsque les pulsions internes, externes arrivent, il n'y a plus de logique. Là, c'est l'émotion qui parle, le sentiment. Si petit, vous avez eu l'impression d'avoir été souvent mis de côté dans l'entreprise, vous avez ce sentiment qu'il y a un groupe de filles et que vous êtes mis de côté, c'est sûr que tous les sentiments que vous aviez quand vous étiez petit vont revenir là. Et là, on n'est pas bien. Et on arrive sur une situation de blocage. La gestion du stress. Le stress fait partie de la vie. Comprendre est la meilleure façon d'apprendre à le gérer. Le stress, c'est bon. Il en faut. C'est une sorte de, on va dire, d'énergie. Il faut qu'elle soit à une dose et pas trop. Parce que trop stressé après, on ne contrôle plus. Mais le stress permet de nous remettre en question. Être en doute, c'est bien. Les gens de qualité se mettent toujours en doute. C'est ceux qui ont des certitudes. J'ai fait le dossier, c'est bon, t'inquiète. Quand on regarde, bah, t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça. Ah ouais, c'est vrai. Pourtant, t'étais sûr. Et puis vous en avez qui vont tout le temps. Attends. Est-ce que j'ai bien mis? Ouais, c'est bon. Attends. Oui, c'est bon, tu peux y aller. Toujours aller voir derrière. Parce que ça, ce sont des gens compétents. C'est-à-dire qu'ils veulent que le travail qui a été effectué soit bon et ce qu'il va rendre soit bon aussi. L'expression je suis stressé. Le mot stressé est souvent utilisé pour exprimer des mots. L'angoisse, l'anxiété, le stress. L'angoisse et l'anxiété sont des troubles proches les uns des autres. Mais que ce soit par leur cause ou par leurs conséquences, ils demeurent bien différents. N'importe quelle situation de stress, le stress égale peur. On peut remplacer d'ailleurs le mot stress par peur. Oh, j'étais dans cette convention, mais j'ai eu peur. Donc j'étais stressée, ça passe. Si je dis j'étais angoissée, là c'est le corps qui a parlé. L'angoisse, c'est physiologique. On peut avoir une crise d'angoisse à un moment, on est très bien. On est avec des amis, et là on sent une crise d'angoisse. Je suis pas bien, pourquoi j'ai une crise d'angoisse? Parce qu'on appelle ça des effets feedback. Le reptilien lui réagit à n'importe quel moment. Le stress agit sur deux systèmes nerveux autonomes. Ce dernier se divise en deux branches, le système orthosympathique, dit sympathique, et le système parasympathique. Le système orthosympathique est ce qui correspond métaphoriquement à l'accélérateur. C'est lui qui vous fait réagir. J'ai un problème, j'agis. Le système parasympathique, lui, il est en opposition. Il est la pédale de frein. J'ai plus de goût, j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de... Non, je veux pas, on n'a plus envie de rien faire. Donc là, il vous bloque. Mais les deux sont en action. Le stress. Le stress est un ensemble de réactions physiques et physiologiques de l'organisme liées à un événement inhabituel, une situation particulière stressante. Là, on n'arrête pas de l'entendre partout. Ah, je suis stressée, moi. Ah, je suis stressée, je suis stressée. C'est le mot qu'on entend aujourd'hui. Lorsqu'on doit faire des interventions, bah regardez, retard. Ah ben j'avais envoyé un message à tout le monde déçu, bah on comprend pas. Ah ben tu as envoyé. L'important, sur le fond, c'est que cette réunion se fasse, qu'on soit ensemble, après on s'en fout. Mais vous avez des gens, c'est leur mécanisme. Si on dit que c'est 9h, c'est 9h. Après, on peut prendre ça pour de l'impolitesse. Avant, je gérais aussi du personnel, j'avais aussi une équipe. Quand je leur disais c'est 9h, c'est pas 9h, je viens et je bois le café. Si j'arrive à 8h moins le quart, je peux déposer ma veste, je bois un café, je vais dire bonjour à Michel, je fais le tour et à 9h, je suis à mon poste. C'est pas j'arrive à 9h, je dépose mon manteau, je vais boire un coup, je vais voir Martine Michel et puis 9h15, je commence.
La personne va savoir identifier l'objet de son stress. À faible dose, le stress est toujours utile. Comme je vous disais, il nous permet d'aller chercher des ressources. On a vu des gens sur des situations, un gamin qui s'est fait renverser, le gamin est bloqué sur la voiture, la personne a réussi à pousser la voiture. Le stress décuple vos forces. Et il nous pousse à aller encore plus loin. Sous l'effet d'une situation stressante inhabituelle, notre organisme se place en effet dans un hyper-vigilance. Là, il observe tout. Ses yeux. Vous êtes dans une situation là, palpitant, on transpire. On a une vigie différente. Notre mémoire et notre réflexion s'améliorent. Lorsque le stimulus persiste un peu, nous sécrétons des hormones destinées à nous permettre de survivre à des situations délicates. Donc il en faut du stress. Mais vous avez bien compris que le stress est égal à peur. Donc on jauge, on dose notre peur. Mais vous avez des gens qui ont peur de tout. Hein. Ah, faut que je prenne ma voiture pour aller où? À Biarritz. Mais moi, ma voiture, j'utilise que pour aller sur Bordeaux. Je quitte pas la région. Mais vous en avez. Et là, stress, mais en même temps angoisse. Parce qu'avant son départ, et même si elle a son GPS ou quoi que ce soit, de ce stress, elle va se créer une angoisse. Le stress passe par 3 phases. La phase d'alarme. Donc là, on l'identifie, c'est quoi? Ma vie privée, mon travail, qu'est-ce qui me stresse aujourd'hui? Mon conjoint, mes enfants peuvent nous stresser. Hein. Alors quand je dis nous stresser, ça veut dire nous faire peur. Il me fait peur dans leurs attitudes ou leurs actions. La phase d'activation, là, je me mets en place, je décide de faire quelque chose. Si par exemple, je m'aperçois que le stress me fait grignoter, je me dis, je vais aller faire du sport. Vélo, je vais aller marcher. J'active des choses. Si cette phase d'alarme met que je ne peux plus dormir, je vais peut-être aller voir mon médecin, ou peut-être un peu de sophrologie, ou même de l'hypnose. Je vais aller chercher des choses pour m'accompagner. Et la phase de résistance. Madame Terry, je viens vous voir. Et le problème, c'est que quand je rentre tous les soirs chez moi, je grignote. Pourquoi vous grignotez? Je sais pas, je grignote. J'ai besoin. Je prépare à manger, je grignote. Ok. Alors, comme j'ai grignoté, le problème, c'est que j'ai une prise de poids. J'ai grossi. Et cette prise de poids, je comprends pas, je vais au sport. Sauf que elle n'a pas compris que dans tout ce qu'elle a modifié dans sa vie, elle peut faire tout le sport qu'elle veut. Elle prendra du poids parce que le problème, il est pas là. Le problème, il est à résoudre. Est-ce que c'est un problème avec son mari? Est-ce que c'est au travail? Est-ce qu'elle se sent plus à l'aise dans son travail? Et donc là, elle a besoin d'un exutoire. Et son exutoire, pour certaines personnes, c'est manger, ou pour certaines, c'est boire, ou autre chose. L'anxiété doit également être vue comme une émotion normale. Une émotion qui se rapproche plus d'une peur difficile que l'on éprouve face à une situation particulière. C'est celle que l'on ressent lorsque on s'attend à la survenue d'un problème ou d'un danger, une émotion. La plupart du temps, l'anxiété, elle est utile aussi. Quelqu'un qui est pas anxieux, c'est pas normal. C'est aussi un verrou de sécurité. On met des barrières. Vous connaissez des gens qui sont pas anxieux autour de vous? Des gens qui... Ce qui se passe aussi, c'est que vous avez des gens qui sont nés et qui entretiennent cette, on va dire, anxiété dans il faut, je dois, il faut absolument. Il faut absolument que je sois un super mari, il faut absolument que je sois un super chef d'entreprise, il faut que je sois un super amant, il faut que je sois une super cuisinière, il faut que je sois la super maman, il faut que je sois la femme parfaite. Il faut, je dois, il faut. Tout ça, ça en fait. Si on changeait le faux en j'aimerais. J'aimerais être la femme parfaite. J'aimerais être une super cuisinière. J'aimerais être l'amant parfait. J'aimerais être un super chef d'entreprise. Le j'aimerais change dans il faut. Dans il faut, vous mettez une pression. Dans le j'aimerais, je vais me donner les moyens de le faire. Faut que je fasse mon ménage. J'aimerais faire mon ménage parce que je suis contente, ma maison sera propre. Vous voyez que la phrase est différente. Et là, l'action, on la fait différemment. D'ailleurs, quand on s'adresse aussi à du personnel, Marie, il faut que tu me rendes le dossier demain parce que là, c'est important. Marie, il serait souhaitable, ça serait bien qu'on ait le dossier demain parce que on a des choses à mettre. La phrase est différente. La personne l'entend et j'ai passé une énergie différente.
même si j'ai passé un ordre. L'angoisse. L'angoisse se caractérise par une sensation diffuse de mal-être. Donc, on ne connaît pas vraiment l'origine. C'est une impression de danger. Pour certaines personnes, ça peut être des tremblements, des mains moites, de la transpiration, de respirer. Elle se diffuse, mais elle est sournoise. Parce que vous pouvez être en vacances, passer un super bon moment et avoir des crises d'angoisse. Ah mais oh, c'est pas possible, je suis pas au travail. Mais parce que comme le problème n'est pas réglé, votre reptilien, par moment, il fait hep, 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 je t'envoie une angoisse, souviens-toi, rappelle-toi. Le mécanisme est à l'image d'une balance. On ne peut pas être la personne totalement tranquille sans se mettre d'angoisse ou de stress. Et on ne peut pas être non plus la personne qui est tout le temps sous le contrôle. Parce que plus vous allez contrôler, plus vous allez vous angoisser. Et des fois, on ne contrôle pas. Pourquoi? Parce qu'on aimerait bien que les choses soient faites comme on le dit. Si c'est pas fait comme moi, ça sera mal fait. Non, ça peut être fait différemment, mais ce sera fait quand même. Et pour certaines personnes, non, il faut que ce soit fait comme ça. L'objectif, c'est que quand on a un objectif d'aller à un point A à un point B, l'objectif, c'est d'aller à ce point B. Que j'aille en voiture ou en patinette, j'y suis arrivée. Et pour des personnes, ben non, c'est comme ça. Donc là, ça vous fait quand même une pression. Maintenant, c'est à vous d'agir. Sur la respiration, aujourd'hui, aussi bien dans les centres hospitaliers que en sophrologie ou en hypnose, les exercices de respiration, votre cœur est directement relié à votre cerveau. Quand vous faites des exercices de respiration, vous suroxygénez votre système sanguin et vous suroxygénez votre cerveau, comme si on vous mettait de l'oxygène. Cet exercice s'appelle la cohérence cardiaque. Aujourd'hui, on est capable, d'ailleurs pour des plongeurs professionnels, de ralentir les battements de leur cœur, de faire de l'apnée pendant pas mal de minutes. Eh ben, on est capable, nous aussi, de réguler notre cœur et de réguler notre respiration. Les sportifs le font. C'est de l'apprentissage, mais ça s'apprend. La cohérence cardiaque permet en effet de suroxygéner et de dire au cerveau, tout va bien. La respiration est là. Tant qu'on respire, il y a de la vie. Et votre cerveau, tant qu'il y a de la respiration, tout va bien. L'exercice le plus simple pour une cohérence cardiaque, alors déjà, c'est respirer. Pour apprendre à respirer, je vais me mettre de côté. On met juste sa main sur le ventre. Et voilà comment je dois respirer. Cette respiration-là, vous l'avez que quand vous dormez. Ou les bébés l'ont. Et dès que les enfants commencent à marcher, ils l'ont plus. Ou le perdent. La cohérence cardiaque, c'est un exercice à faire pour les gens qui sont très stressés, qui vivent un stress ou qui n'arrivent pas à dormir. Vous le faites le soir, vous êtes dans votre lit, ça s'appelle le 365. Il faut le faire 3 fois par jour. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, vous faites 6 inspirations et expirations. Je vous montre. Vous avez aussi des applications gratuites où vous pouvez mettre cohérence cardiaque. Donc c'est une bulle qui monte. Donc quand la bulle elle monte, j'inspire. Je bloque. L'inspiration et l'expiration sont cadencées. Vous y allez doucement. Alors bien sûr, si je monte ma main comme ça, je ne vais pas respirer jusque-là. Je ne vais pas non plus m'intoxiquer, c'est-à-dire me bloquer la respiration. Faites ça 5 minutes avant d'aller vous coucher. C'est une respiration contrôlée. À un moment donné, vous allez vous endormir sans savoir à quel moment on s'endort. Si vous le faites 3 fois par jour, c'est une cure aussi. C'est aussi un traitement, on l'utilise. 3 fois par jour, matin, midi et soir. Le matin, votre réveil, vous êtes allongé, vous faites votre cohérence cardiaque, ça dure 5 minutes. Le midi, vous êtes à votre bureau, allez, je fais ma respiration. En une semaine, vous avez réglé votre problème de stress et de sommeil. Mais c'est comme un traitement, faut le faire. Donc, faut le faire bien 3 fois par jour. Si vous voulez par la suite, de toute façon, je pourrais vous transmettre le power. Dedans, je vous ai mis l'explication de la cohérence cardiaque, sachant que nous possédons, tout à l'heure, je vous ai dit 40 000 neurones, et que nous avons des neurotransmetteurs qui, eux, nous permettent en effet de laisser notre corps se reposer quand on dort. Sachez que quand on dort, vous maigrissez, vos cellules se régénèrent. Je donne un exemple. Vous vous coupez dans le jardin la journée. Vous allez vous coucher, le lendemain, vous allez voir, oh c'est déjà presque cicatrisé. Parce que la nuit, le corps a eu le temps
Le corps a besoin de repos. Il a besoin de 7 heures. Des fois, on dort pas 7 heures. Donc, on fait des micro-siestes pour pouvoir se rechercher des énergies. La cohérence cardiaque permet de réduire les tensions artérielles et la dépression. Là, les enfants, eux, ils adorent faire ces exercices-là. Nous, adultes, non, on va pas le faire. Et les enfants, ils y vont facilement. Nous, on le fait pas. Parce qu'on est des grands, on n'a pas besoin de nous le dire. Sauf que ça fait 10 ans que je dors pas, ou ça fait 5 ans que je vais grignoter dans mon placard, et que si on nous apprenait des techniques de cohérence cardiaque, cela pourrait nous permettre aujourd'hui de gérer surtout pas mal de maux. Ça, c'est l'exercice que je vous ai montré, 3 fois par jour, 6 respirations par minute, et ça pendant 5 minutes. Ça, je vous le transmettrai si vous voulez. Il suffit de l'avoir une fois qu'on connaît l'exercice, on a juste à le faire. Est-ce que quelqu'un connaissait la cohérence cardiaque? Ah, bien. Vous en faites? En fait. Et là, respiration. Là, respire. C'est ça. Et au bout d'un moment, ça se calme. Pour toi aussi? Moi, j'ai des sujets. La cohérence. C'est ce qu'on apprend. C'est les premières choses et il y a des résultats. Et après, on le fait naturellement. Parce qu'après, on consciente plus, on va bien. Allez, je vais respirer. Et on le fait naturellement. Et le corps, il va directement parce qu'il a appris à y aller. Vous faites aussi de la cohérence au fond, j'ai vu. Cohérence cardiaque, respiration aussi. Bah oui, ça parle. Bah oui. Donc là, ce que je dis, c'est pas inconnu non plus. Et toi aussi, ça marche très bien. Voilà. C'est ce que tu dis. C'est pas naturel. On l'a pas parce que là, elle est contrôlée. Alors, l'avantage des petites applications, c'est qu'on a peur des fois de pas savoir bien respirer. Si déjà on sait gonfler son ventre, bon, après dans la nuit, on s'imagine une bulle, mais il y a plein d'applications qui le font. Alors, la technique de la PDI, le pire du pire. Mais il n'y a pas de feuilles et des stylos parce que sinon je vous aurais fait un petit test. Mais la PDI, c'est très simple. Mais vous le ferez chez vous. C'est une pyramide qui permet de désamorcer de suite une problématique. Aujourd'hui, vous allez garder en tête, pour vous, le pire du pire, vous voulez pas que ça vous arrive. Alors ça, c'est marrant, mais je vais vous dire un petit secret de cabinet. Quand je demande aux hommes le pire du pire qui veulent pas que ça leur arrive, ils disent « Oh, perdre ma femme ». Et aux femmes, quand je demande le pire du pire, « Oh, mes enfants !» Le mari, il est derrière. Alors souvent, je dis « Mais et vos enfants ?» « Oui, les enfants, mais… » « Ah, c'est ma femme quand même. » Pour les hommes, c'est la femme. Comme quoi, on est vraiment différents. On peut en faire d'autres. Après, moi, je dis les enfants, on les habille, les conjoints, on peut les changer aussi. Exactement. Alors, on prend une feuille de papier et on se dit le pire du pire que je ne voudrais pas que ça m'arrive dans ma vie. Perdre un enfant, perdre un membre de la famille, et on les classe. On met une feuille ici, en 1, mon mari, mes enfants. En 2, le pire du pire, je ne voudrais pas que ça m'arrive. Oh, la famille quand même. Allez, la famille. En 3, peut-être votre santé, mais peut-être aussi le travail, parce que là, le travail, c'est l'argent. Le pire du pire, vous voulez pas travailler, perdre votre travail. Ok, on perd le travail. Et on y va. Bon, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il peut y en avoir 2 ou 3, il n'y a pas besoin d'en avoir 5 du pire du pire. Et puis à un moment, vous allez retourner votre feuille en savoir qu'est-ce que vous avez noté de votre pire du pire aujourd'hui. Eh ben, ça va être par exemple, oh, j'ai des problèmes avec ma boîte. Et la crise, le prix du matériel a augmenté, j'ai des problèmes de personnel. Ouais, ça me gonfle et je dors pas de la nuit, ça m'empêche de dormir, je suis mal. Ok. Donc la personne va me donner ça et je vais lui poser la question sur le pire du pire. Donc là, il va m'y mettre quoi? Sa femme, ses enfants? Donc il va me dire oui. Donc aujourd'hui, ok. Là, c'est quoi la famille? Oui. Là, c'est la santé. Le travail arrive en 4 positions. Vous êtes en train de me dire que votre pire du pire, c'est votre numéro 4?
Tout de suite, ça casse la chose. La personne qui marque ça, il faut le faire sur papier, vous regarde en disant, mais punaise, mais oui, je me prends la tête, or que c'est pas mon pire du pire. Si on connaît son pire du pire, le reste, c'est plus rien. C'est un problème, une difficulté, mais ça va pas vous tuer. Ça va pas vous mettre à plat. La perte d'un enfant, ça peut vous tuer. La perte d'un conjoint, ça peut vous tuer. La perte d'une famille, ça peut vous tuer. Un travail ou autre chose, pour certaines. Mais vous avez aussi des gens qui n'ont pas d'enfants. Et le boulot, c'est tout. Le boulot, c'est tout, c'est tout. C'est leur boulot. Ils sont là-dedans. C'est leur carte, c'est leur territoire. Ils ont le droit. Cette pyramide permet en effet de désamorcer. Voilà. Elle permet de désamorcer ce qu'on pense être le pire du pire et ce qui nous embête aujourd'hui. Or que si on le met sur papier, on s'aperçoit que, ok. On baisse la jauge de stress, d'angoisse et de peur. On le baisse naturellement. Ce qui nous permet d'aller rechercher des ressources, de mieux dormir, et puis après, et de laisser le parasympathique tranquille parce que lui, il nous met dans une position de freinage, de plus rien faire. Est-ce que vous avez des questions? Ok. C'est trop complet, Non, mais c'est vrai qu'en plus, quand on dit stress, aujourd'hui, on vit dans une société où il faut aller vite. Vite, 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 vite. Avant, on allait moins vite. Et pourtant, les choses se faisaient. Mais si on va pas assez vite, hop, oh, ça va être un concurrent. Faites votre proposition demain. Ouais, je peux l'envoyer après-demain, j'ai trop. Ah bah non, le concurrent, il l'a envoyé la veille. Eh oui, parce qu'il a été plus vite. Et là, ça nous met du stress, de la pression, parce qu'on dit, j'ai perdu un marché. Donc, on est dans une société où il faut aller vite, vite, vite. Ou on rentre dans le train, on peut se permettre. Ou alors, on peut être complètement en dehors de la société et faire différemment. Vous avez des gens qui le vivent très bien. Mon bonheur à moi, peut-être pas ton bonheur à toi, ou ton bonheur à toi, ou ton bonheur à toi. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est quoi? C'est peut-être d'aller faire un voyage en bateau. Pour une autre personne, ça va être autre chose. Comme on est tous différents, et comment je vais gérer, quels sont les moyens que je vais me donner pour déjà baisser mon stress et l'identifier. Concernant l'hypnose, vous connaissez l'hypnose? Qui a déjà fait de l'hypnose? Vous avez fait de l'hypnose ericksonienne? MDR. Donc oui, c'est technique cognitive comportementale. Voilà. L'hypnose est un outil excellent. Il permet, sur le fond, d'éviter de faire une thérapie chez un psy et pas pouvoir spécialement dire les choses, et de vous permettre de couper des liens déjà que vous avez. En thérapie, on va aller vous chercher le grain de sable. En hypnose, on va juste couper le lien. Le pourquoi du comment, Milton Erickson pouvait dire on s'en fiche. Bon, des fois c'est bien de savoir, parce qu'une phobie, une peur peut créer une autre deuxième phobie. Si on n'a pas géré, on va dire, la racine. Mais l'hypnose aussi aide. L'hypnose et la sophro. Alors le sophro est la petite sœur de l'hypnose. La sophro, on s'arrête au conscient. L'hypnose, on va aller un peu plus loin. Et dans l'hypnose, on va aller dans le reptilien. Et on va aller chercher qu'est-ce qui bloque. Demain, vous avez besoin, vous, à titre personnel, allez consulter autour de vous. Ce sont des thérapies courtes. Il n'y a pas besoin de partir des mois en thérapie. Et ça vous permet d'avoir des outils. Et aujourd'hui, même les mutuelles commencent à rembourser aussi bien la sophro que l'hypnose. Donc, et surtout que ce sont des soins, on va dire, où vous n'ingérez rien. Il n'y a pas plus bio, puisqu'on vous parle. Au pire, ça marche pas, mais ça marche sur beaucoup de personnes. Donc, utilisez ces techniques, vous, même en tant que chef d'entreprise, ou même pour votre personnel, pour permettre de donner des outils à pression. Parce qu'on vit dans une société où aujourd'hui, il faut aller vite. J'ai l'horloge devant moi, on m'a donné un temps. Donc voilà. Donc, oui. Exactement. Aujourd'hui, on fait cataracte, thyroïde, sous hypnose. Vous avez des dentistes qui font d'extraction de dents sous hypnose. Vous avez aussi, on a eu une opération du cœur à Poitiers il y a quelques années. Ils ont fait une opération du cœur sous hypnose. Moi, j'aurais pas fait. Hein.
Même si je le pratique, je pense qu'un coup de panique, rien que d'entendre, ça m'aurait peut-être... mais oui, je fais de la préparation à certaines interventions où les gens savent qu'ils vont avoir une intervention et ils paniquent parce que c'est fait sous anesthésie locale. Et là, le fait d'entendre, ça les panique. Les IRM, les gens qui n'arrivent pas à passer dans un IRM, on les prépare. Donc sous hypnose, on les emmène dans un IRM. On peut poser aussi de la pose anogastrique virtuelle pour la perte de poids. Toutes ces choses-là sont des outils qui fonctionnent. Et l'avantage, c'est que vous n'agérez rien. Au pire, ça marche pas. Mais ça ne vous fera pas être ou devenir, oui, la pose d'un anneau gastrique virtuel. Le cerveau pense qu'il y en a un. Et il va vous donner tous les stigmates que vous en avez. Moi, j'en ai un. Ah, moi, je suis une ex-obèse. Hein. Et je faisais 88 kilos il y a quelques années. J'ai tout testé. Tout. Et j'ai testé l'hypnose. Et j'ai perdu 33 kilos. Je ne les ai jamais repris. Par contre, il y a bien des choses à mettre en place à vie. Des ancrages. On appelle ça des ancrages. Des stimulus externes que vous voyez qui va mettre en place l'anneau. Ça coupe l'appétit, ça coupe et ça maintient un poids de santé. On va parler d'un poids de santé, pas le poids que je voudrais. Oui, ça fonctionne bien. Et il y a plus de réussite chez les messieurs que chez les femmes. J'ai des femmes qui viennent, je pose l'anneau gastrique, et c'est monsieur qui perd plus de poids, puisqu'il la suit. Et elle vient me voir, elle me fait, mais je comprends pas, là. C'est moi, je vous paye, et il maigrit, j'en ai perdu 5, il en a perdu 15. Mais on a... non, je lui dis, vous voyez, pour le prix que vous payez, vous avez une double thérapie. Donc, je vais augmenter mes tarifs. Mais oui, ça marche. Ça marche. Je sais que pour le tabac, ça a bien marché sur mon père. Ouais. En termes de tabagisme net. Ouais. Il est arrivé avec sa cigarette là-bas, il s'est dit, bon, je me monte 2-3 après. Il a plus envie. Voilà. Là, il a été dans le reptilien que je vous ai monté, il a été, l'hypnothérapeute est allé chercher un lien, il a coupé, et en coupant, la personne n'a plus envie de fumer. Il a remplacé la cigarette par... oui. Alors moi, je fais pas l'arrêt du tabac. J'ai une collaboratrice qui le fait, parce que je suis fumeuse. Et j'ai pas envie d'aller faire une pause cigarette et puis qu'il y a quelqu'un qui vient qui me dit bon, c'est pas bien de fumer. Je suis à la nicotine. Donc je fais pas le tabac. Il y a assez de praticiens pour pouvoir faire le tabac. Après, le travail du tabac est le même que sur le poids. Mais je préfère avoir la conviction de ce que je fais. Et... Là, on peut casser l'autre. Enfin, sur ce genre de choses, l'hypnose, je sais pas. Ce que je veux dire, si on commence à travailler sur le stress, sur autre chose, le tabac, on peut tout faire, je veux dire. Oui. Sur un seul corps. Oui. C'est des protocoles. On met en place un protocole et on travaille à chaque fois un sujet bien différent. C'est-à-dire qu'au départ, on va travailler en lâcher prise. Après, on va travailler l'enfant intérieur parce que l'enfant intérieur, il en a vu des choses. Donc, on va aller travailler l'enfant intérieur. De l'enfant intérieur, on va aller travailler après son contrôle. J'ai eu une personne qui travaillait à l'UDAF. L'UDAF est un organisme qui s'occupe de reclasser des handicapés ou des choses comme ça. Enfin, c'est des gens qui suivent sous tutelle aussi. Et j'ai un cadre de l'UDAF qui vient me dit, moi, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Faut que je le lâche prise. Ok. On a fait une séance. Et dans la séance, je lui ai dit, vous allez apprendre un mot, je m'en fous. Je m'en fous. Plusieurs fois, je lui ai dit dans la séance. Un mois après, il revient, il fait, oh, c'est une catastrophe, là. Quoi? Parce que je m'en fous de tout. Alors, mais non, là, c'est pas possible, ils vont me virer, là. On a eu un problème, et je m'en fous. Et il est parti, et sa phrase, c'était, je m'en fous. Mais ça lui a fait du bien, il a retrouvé le sommeil, et puis il a quitté l'UDOF. Et aujourd'hui, il est rentré dans une mutuelle, mais c'était aussi son chemin. Alors, il m'a demandé de remonter le j'en fous. J'ai dit non, c'est vous qui le dosiez, c'est pas à moi de le doser, c'est vous qui l'avez mis comme vous le vouliez. C'est pas le thérapeute. On ne peut pas faire à quelqu'un ce qui n'est pas sous hypnose. On a un verrou de sécurité. Voilà. Mais après, c'est un autre sujet. Là, aujourd'hui, on était sur la gestion du stress. J'espère que je vous ai appris des choses. Oui. Oui, mais c'est ce qu'on apprend aux gens. Alors, la sophro a été créée dans les années 70 par 3 techniques. La technique du zen, la technique de l'hypnose et une autre technique chinoise. Les thérapies d'aujourd'hui sont pas les thérapeutes d'aujourd'hui sont pas les thérapeutes d'il y a 50 ans. L'hypnose,
on a relaté les premiers signes d'hypnose à l'époque des Sumériens, sur les plaquettes, les premières écritures, où ils expliquaient qu'elle la personne soignée avec la voix. Ensuite, on a énormément pratiqué l'hypnose en France, partout. Surtout en Europe, on appelait ça surtout des sorcières, puisque c'était des femmes qui travaillaient les plantes et qui soignaient avec la voix. Dans d'autres pays, c'est des chamans, des gourous, mais c'est toujours une forme d'hypnose. Elle peut être impressionnante parce que des fois on vous donne quelques herbes à fumer en plus et vous avez les yeux qui répulsent. Là, dans les cabinets d'hypnose aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est tu dors. Ça aurait été génial que toute la salle s'endorme. Alors il faut savoir que tout le monde est hypnotisable. Tout le monde. L'état d'hypnose est un état naturel. Les enfants, eux, partent facilement en hypnose. Ils sont capables en classe de regarder une mouche sur une vitre. Et puis comme le cours est hyper dynamique, il va regarder la mouche. Il va se dire, oh la mouche c'est un Superman qui va essayer de sortir, c'est un super héros. Et pendant 2 heures, ben, il est plus en classe le gamin. Et on convoque les parents parce qu'il lâche. Alors des fois aussi les profs, quand c'est pas dynamique, l'enfant s'endort. Nous quand on fait des réunions, 2 heures après il faut faire des pauses. Des fois ils ont plus de 2 heures de cours. Et c'est des minots, c'est petit. Et puis il faut qu'ils apprennent. Donc c'est différent. Mais en effet, quand on va en hypnose, on va aller encore plus profondément, on va aller toucher les parties qu'on ne se rend pas compte. Et quand on fait une thérapie en hypnose, c'est pas vous qui vous rendez compte du changement, c'est les gens autour de vous. L'autre qui disait je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Mais non, mais tout le monde me dit, mais je suis bien. Mais il faut que j'arrête de m'en foutre, quoi. Il était dans le contrôle, il a lâché, il se l'est autorisé. À sa jauge à lui. Jamais un praticien ne vous dira ce que vous devez faire. Là, c'est plus de la thérapie, c'est de la manipulation. Vous arrivez avec vos sacs, vous déposez vos sacs, les bons et les mauvais. Les mauvais, ben, on va couper les liens et certains mauvais, vous les gardez. Et puis, on va aller chercher les ressources que vous aviez. Et on a souvent des ressources, mais on les oublie. Et l'être humain va naturellement vers le négatif, pas par le positif. D'ailleurs, on demande toujours aux gens comment ça va. Comment ça va? L'origine du comment ça va, bon, c'est un peu d'histoire, ça ne vient pas de comment ça va bien, c'est comment ça va la selle. Exactement. À l'époque de Louis XIV, les riches mangeaient. Quand on mangeait bien, on allait à la selle. Et quand on avait de bonnes selles, eh ben, on était bien. Donc, bien sûr, aujourd'hui, si on vient dire comment ça va, bah, pas trop dur ce matin, c'était pas trop dur, un peu mou, c'était parfait. Bon, ben, c'est pas ça qu'on va dire. Aujourd'hui, le comment ça va a été transformé, comment ça va bien. Mais c'est une bonne énergie. Après, vous avez des gens qui sont capables de rester eux-mêmes dans certaines situations. Je vais vous dire des petites choses. Moi, j'ai travaillé dans des gros groupes. On a toujours cru que j'étais une extraterrestre. J'ai toujours refusé de rentrer dans le moule. Ce ne veut pas dire que j'étais pas compétente. Mais au sein du groupe, bah si, elle est pas pareille. Bah oui, elle parle. Elle s'exprime. Bah comment ça va? Bah j'étais capable de dire, bah ça va pas trop dur maintenant, ça va. C'est bon. Alors, on les balais comme témoin. Voilà. On était capable de nous proposer des grosses opérations avec du street marketing. Et moi, à un moment donné, j'ai du street marketing avec des distributeurs qui n'ont pas de chico. On fait comment? Du marketing chez Mercedes, c'est des hôtesses. C'est pas des simples personnes. J'ai essayé de garder, on va dire, la vérité de ce que j'avais envie de dire, de pas trop cacher. Mais quand on vient en entreprise, on peut pas toujours tout dire. Et à un moment, j'ai dit, bon, allez, j'arrête, je vais me mon compte parce que là, je peux me permettre aujourd'hui de dire tout. Et même à mes patients, je leur dis, vous venez, vous payez une consultation. Vous ne me payez pas pour mettre du miel sur mes paroles, je vais vous dire des vérités. Après qu'elles soient bonnes ou pas, il y a une façon de le dire. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on va régler ce problème ou vous voulez peut-être vivre avec? Et on peut vivre avec un problème, mais c'est l'accepter. Si j'accepte le problème, c'est plus un problème. Ou alors je règle. Merci.